Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans iWeek, toute l'actu Apple en live. Oui, on est en direct, alors on est un petit peu en retard aujourd'hui, je vous l'avoue, ça a été un petit peu compliqué de se retrouver tous ensemble, mais on est là pour passer cette heure ensemble à discuter de l'actu Apple. Je ne suis pas tout seul évidemment, j'ai le plaisir d'être rejoint par trois invités que vous connaissez si vous êtes des fidèles d'iWeek. Alors je vais tout de suite vous les présenter. Ils sont là autour de l'écran. On va commencer par le monsieur qui est en haut à droite, que vous connaissez bien. C'est Gilles Dounès, le rédacteur en chef de MacPlus.net. Salut Gilles. Bonsoir Benjamin, ça va? Comment ça va et toi? Moi ça va. Un autre membre du gang sur Watch TV désormais, il est en bas, c'est Guillaume Jette. Salut Guillaume. Hey, salut. Hey, comment ça va? Bah écoute, pas mal. Tu vois, je suis accompagné de mon copain Mario. Il y a le docteur à côté aussi. Ceux qui me suivent sur Internet savent que je suis fan de la série Doctor Who. C'est évidemment je me couche la nuit et le jour pour travailler ou pour faire semblant de travailler, on va dire. Alors Guillaume, tu sais comment c'est, hein, on se parle pendant une demi-heure avant le live, ça marche très bien, et puis on commence, et il y a un son qui est bizarre en venant de chez toi, mais on espère que ça va tenir. Et voilà, je suis sûr que la liaison va se stabiliser et que tout va fonctionner. On va pas être poissard toute la soirée. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bon, et puis le troisième à nous rejoindre, c'est Elie Abitbol. Salut Elie. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Bon, comment ça va Elie? Alors il paraît que tu as fait une folie cette semaine. Oh, si peu. Oh, tu peux nous parles le dire? Tu veux que j'avoue? Oui. Oh, j'ai craqué, je me suis acheté une voiture électrique. Tu veux dire le modèle juste au-dessus de la voiture à pédales, c'est ça? Ouais, une voiture de geek. Dont le nom commence par un? Commence par un T. Bon, en 5 lettres, on vous en dira pas plus. Mais c'est une voiture qu'on s'arrache. Est-ce que tu sais combien de temps tu vas devoir attendre avant de la voir réellement? Hélas, oui, je pense qu'au plus tôt, les livraisons, c'est pour le mois de juin. Voilà, tu nous en reparleras et tu nous la montreras quand tu l'auras, d'accord? Absolument. Allez, on est parti pour passer en vue cette actu Apple qui nous passionne. Alors, on va démarrer tout de suite par une histoire assez sympa. Est-ce que vous avez entendu parler de cette souris qui a été sortie de terre du côté du Colorado ces dernières heures? On a lu les infos sur Internet et on a appris effectivement qu'il y avait une time capsule, puisqu'on appelle ça comme ça, où Steve Jobs avait enterré une des souris du Lisa, une des premières souris, donc 1983, et qu'elle a été donc déterrée. Ça fait combien d'années en plus? 83? Ça fait 31 ans. 31 ans. Eh oui. On va juste expliquer qu'en 83, Steve Jobs était venu donner une conférence à Aspen dans le Colorado, et qu'il avait contribué, on va dire, à une opération de mise en terre de plusieurs objets qui, à l'époque, étaient des objets du quotidien, mais qui devaient avoir un sens quand on les retrouverait 30 ans plus tard. Ça devait être déterré en l'an 2000, si j'ai bien compris. Ça n'a pas été possible parce qu'une série d'excavations et de transformations du paysage ont fait qu'on a complètement perdu l'endroit où était enterré ce tube, et donc on ne le retrouvait pas. Ça devait être déterré en l'an 2000. Des plans d'Apple. Voilà, c'est ça. Et on ne l'a retrouvé qu'en 2014, et ce tube, eh bien, le voilà les quelques premières images qu'on a pu récupérer. Regardez. We got the mouse. Woohoo! Wow! I got goosebumps. Oh my God! Look at this thing. That's incredible. Bon, cette souris, Elie, elle te rappelle des souvenirs, hein, parce qu'on en a parlé de ce Lisa. Quand j'ai vu le connecteur, c'est bien le connecteur de l'époque. Tu veux dire qu'on aurait pu t'envoyer dans le Colorado pour... Ça a été vraiment le plus gros, je pense, le plus gros choc technologique de ma vie. On était habitué à travailler sur des ordinateurs, l'Apple II, l'Apple III, donc des ordinateurs texte.
Et le jour où on a vu cet écran vectoriel, cette souris qui faisait déplacer un pointeur à l'écran et les menus déroulants, mais ça a été un choc mais inimaginable. Ouais. C'est vraiment, depuis on n'a rien fait de plus beau. Voilà. Bon, dans la vidéo, on sous-entend que Steve Jobs a un peu inventé la souris, mais bon, on sait que c'est pas tout à fait le cas. Hein. Il l'a surtout vu chez Xerox quand il y est passé. Il l'a adapté. La souris de Xerox avait 3 boutons. Oui. C'est vrai. Sur celle qu'on a vue, il y en a effectivement qu'un. Il n'y en a qu'un. Ça a été longtemps d'ailleurs la guerre avec les gens du PC. 1 bouton, 2 boutons. Les gens de l'autre côté de la technologie, donc chez Microsoft, n'en avaient qu'après leur souris, la souris à 2 boutons, et 80 à 85% des gens n'utilisaient pas ce bouton, ce clic droit. Donc en fait, ça fait un peu doucement rigoler. Maintenant, Apple est venu... Le clic droit est arrivé grosso modo avec OS 2, il me semble, le système d'IBM, OS 2 Warp. Oui. Donc c'est lui qui a popularisé, qui a commencé à utiliser le clic droit avec le menu contextuel, et après ça a été vraiment démocratisé avec Windows 95. Ouais. Alors Guillaume, j'ai une bonne nouvelle, le son est à nouveau très bon, mais en revanche, on a à peu près 1 image par seconde. C'est pas grave, le son est toujours beaucoup plus intéressant que l'image. Ça c'est sûr, non mais on t'entend très bien, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Voilà, je voulais juste démarrer par ce clin d'œil, parce que voilà, les Américains sont friands de ce genre d'histoire, et c'était assez sympa que cette souris qui a été donc touchée par Steve Jobs et déposée en 83 dans la terre du Colorado soit enfin retrouvée. On va passer au rapport annuel d'Apple sur sa responsabilité par rapport aux fournisseurs. Alors je me posais la question en le parcourant tout à l'heure, est-ce que c'est une obligation légale ou est-ce que c'est une obligation qu'Apple s'est mis sur le dos pour faire plaisir à Greenpeace et à tous ceux qui lui reprochent de faire travailler parfois des mineurs, voire des enfants, ou des travailleurs dans des conditions qui ne sont pas forcément tout à fait dignes? Je ne sais pas si c'est légal, mais en tout cas pour Apple, c'est indispensable. Ouais. Parce qu'ils se sont pas mal fait attaquer il y a quelque temps par Greenpeace, qui les avait un peu en ligne de mire. Et étant une société californienne, les valeurs écologiques, tout ce qui est éco-green, etc., c'est fondamental pour les consommateurs. Donc si ce n'est pas obligatoire, pour eux, ça l'est. Ouais, alors ce rapport, il fait 40 pages d'ailleurs, hein, pour être très précis. Alors il détaille tout un tas de choses. On parle évidemment de l'environnement dans lequel les travailleurs évoluent. Alors j'ai pas vu le nombre total de sites concernés par Apple, mais on parle, il y en a au moins une centaine, hein, parce que j'ai vu des chiffres qui approchaient les 100 et apparemment ça ne concernait pas la totalité. Ça veut dire qu'il y a évidemment les très grosses usines, mais il y a plein de petits centres de production qui doivent, j'imagine, sortir des composants qui viennent ensuite participer à l'assemblage final des produits. Pour vous, ce rapport, est-ce que c'est une manière pour Apple de dire, voilà, nous on fait notre boulot, on fait le maximum, et s'il y a des excès, on n'y est pour rien? Je ne sais pas s'il faut l'interpréter comme ça, mais clairement, pour Apple, c'est important de montrer, en tout cas, qu'il y a une action qui est faite, c'est-à-dire qu'il y a un suivi, qu'il y a des choses qui se passent pour montrer que ils font des produits de qualité, mais qu'aussi derrière, il y a une réflexion humaniste. Alors, c'est un grand mot, je ne veux pas non plus qu'on me dise, allez, ça reste une société commerciale, donc il y a forcément des enjeux commerciaux derrière, mais évidemment qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui, en étant une des entreprises les plus importantes au monde, aujourd'hui, avec une influence très importante à plein de niveaux, dire, finalement, tout ce qui est écologie, tout ça, on s'en tape. C'est évidemment, en termes d'image de marque, ce serait désastreux. Quoi. Alors, le point le plus intéressant, surtout, c'est le fait qu'ils aient cette fois-ci mis en exergue le côté, ce qu'ils appellent donc les conflict minerals, donc tout ce qui est les minéraux qui posent problème, parce que récupérés dans des pays où il y a des conflits, genre le Congo, je crois que c'est la République du Congo, je crois particulièrement, qui est très, très attaqué là-dessus. Et c'est un bon point qu'Apple, ils ont été attaqués là-dessus, et Apple montre qu'ils font des efforts sur le sujet. Donc c'est un point aussi important. Alors, je pense qu'il y a aussi beaucoup de marketing quand même là-dedans, parce que quand on lit le rapport,
Je dis pas qu'Apple n'essaye pas de présenter une image très positive, etc. Mais entre les photos qu'on a vues dans ce rapport où il y a des ouvrières assises dans des fauteuils confortables, un sourire béat et qui ont l'air de se relaxer comme dans un lounge, et la réalité de ce qu'on a vu aussi chez Foxconn, peut-être qu'il y a les choses que probablement les dirigeants de ces entreprises chinoises montrent au cadre d'Apple quand ils viennent visiter et la réalité quotidienne sur le terrain. Je pense qu'il y a deux visions. Je pense qu'il y a quand même un travail à la chaîne et on ne le voit pas tellement dans ces photos-là. Mais bon, je pense pas que ce soit la faute ou la responsabilité d'Apple. Apple donne des consignes pour que ses ouvriers soient traités le mieux possible, on va dire. Et puis après, il y a de la rentabilité. Foxconn et les autres doivent sortir un nombre invraisemblable de produits par an. Et puis voilà, et c'est peut-être pas l'image qu'ils montrent lors des visites des grands patrons. Ouais. Alors, il y a des organismes qui contrôlent de façon impromptue et anonyme. Apple a commissionné une de ces organisations non gouvernementales, mais Apple se veut en pointe justement sur ce combat-là. D'une part parce qu'ils ont été épinglés et donc piqués au vif par Greenpeace, mais c'est cet aspect californien que tu soulignais, Elie. Ces anciens baba cool qui sont très américains, qui veulent faire du business, mais qui veulent le faire aussi de façon éthique, et ne pas perdre leur âme à vendre tout et n'importe quoi et n'importe comment surtout. Alors les amis, pendant qu'on discutait, oui, on a perdu Guillaume. Super Mario est toujours là. Je sais pas si on m'entend. Alors on t'entend, mais on n'a plus d'image, Guillaume, donc tu vas peut-être. Moi, vous avez une image magnifique de Mario et je trouve que vous y gagnez presque au change. En fait. on y gagne, mais si tu peux nous retrouver une image, on est preneur. Hein. Voilà pour ce que je peux faire, mais c'est Monsieur Skip a décidé qu'il n'était pas d'accord, donc on va voir ce qu'on peut faire. Je suis sûr qu'il va être arrangeant. On va pas passer une soirée comme ça. Il sera bientôt minuit, donc on va sûrement passer à autre chose. Ça y est, c'est bon. Voilà pour ce rapport donc qui est disponible en ligne, qui est un rapport annuel. Et ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil parce que c'est vrai que je me suis rendu compte en lisant qu'il y a sans doute beaucoup de gens chez Apple qui passent beaucoup de temps toute l'année à faire ce rapport et à conduire une série d'études, tout ça pour ces 40 pages qui sont effectivement la marque d'Apple, en tout cas un signe de bonne volonté pour améliorer les conditions de travail dans les usines de ces fournisseurs. En tout cas, on sait que ça monte jusqu'à Tim Cook et qu'il veille personnellement à ce que ça se passe le mieux possible. Donc, il est informé. Oui, mais on se souvient qu'il était allé chez Foxconn l'année dernière, il me semble. Je suis pas sûr que ce soit à Tim Cook qu'on monte les ateliers les moins présentables, mais en tout cas, il avait fait cette démarche d'aller voir par lui-même. On va revenir à l'actu Apple et à l'actu des futurs produits avec celui qui sera sans doute la star du mois de septembre, le prochain iPhone, on va dire l'iPhone 6, hein, on va pas prendre trop de risques. Avec des images qui sont sorties ce matin, si je ne me trompe pas. Et qui sont déjà démontrées comme étant des fakes. Et qui sont des fakes. Oui. Mais pourtant, il y a des faits qu'on a envie, on a presque envie d'y croire. Hein, Guillaume. Évidemment, c'est conçu pour qu'on y croie. Mais enfin, après, c'est comme d'hab, c'est le cycle des rumeurs Apple. Apple va annoncer un nouveau produit dans X temps. Et oui, tout de suite, on va voir les nouvelles images. Elles sortent un peu trop tôt à mon goût, je pense. Parce que sur un produit comme l'iPhone 6, il faudra attendre quelques mois avant de voir des choses sortir. Ouais. Évidemment, après, tout est fait pour que ce soit le plus réaliste possible, pour qu'on y croie. Mais bon, moi, ça me fascine même pas, quoi. Ce qu'ils montraient, moi, je les ai vus ce matin aussi. Et si c'était ça, l'iPhone 6, ça serait décevant parce que dans l'iPhone, jusqu'à maintenant, il y a toujours deux cycles. Il y a le cycle produit plus produit S. Et ensuite, il y a un redesign. Là, en fait, ce qu'on voit, c'est un iPhone 5S avec un écran plus grand. Mais j'espère que la créativité d'Apple va aller au-delà de ça. Sinon, ça serait un peu décevant. Et je pense que les utilisateurs ou les acheteurs potentiels seraient un peu déçus si on avait encore un iPhone qui ressemble tellement à l'iPhone précédent, même s'il a un plus grand écran. Ouais, alors il y a quand même plusieurs pistes. On parle beaucoup d'un iPhone en deux tailles d'écran différentes, ce qui serait
Ce qui serait une première, je crois. Il y a jamais eu 2 tailles d'écran sur une même génération d'iPhone. Hein. Ce qui va poser un souci d'ailleurs à Apple pour expliquer comment ils ont vendu l'iPhone 4S, enfin le 5 surtout, en disant nous on ne veut pas faire un écran trop grand parce qu'après c'est pas pratique à utiliser à une main. Et après, avoir vendre des téléphones qui sont utilisables à 2 mains. Donc là, il y aura un conflit assez compliqué. Ça va être compliqué à Apple de ne pas se revenir en arrière. Ils sont capables de le faire. Hein. Ils sont capables de dire oui, mais en fait, on ne vous a pas tout dit. Ça va poser des questions d'utilisation intéressantes. Ouais. Je ne sais pas s'il sera si grand que ça, en fait. Hein. Parce qu'on a vu des différentes tailles. Je ne suis pas sûr qu'il dépasse 5 pouces. Moi, 4 pouces 8, ça serait déjà bien. Ouais. Après, en plus, il faut voir que... D'accord, il y a des très grands téléphones sur le marché. Est-ce que ça constitue la majorité des ventes? Non. Et puis Apple n'attaque pas forcément le marché. On va l'attendre. Hein. On attendait qu'ils fassent un netbook. Ils n'ont pas fait un netbook. On attendait qu'ils intègrent certaines... J'ai y arrivé. On attendait qu'ils intègrent certaines technologies. Ils ne le font pas forcément, comme la NFC. Ils ne sont pas là où on les attend. Donc moi, je ne les attends pas forcément sur un écran beaucoup plus grand. Bon, mais... En même temps, l'argumentation, c'était... on ne mettra pas un grand écran à n'importe quel prix. Ce qui compte pour nous, c'est l'autonomie. S'ils arrivent à régler cette problématique de l'autonomie, ils vont revenir tout fiers en disant bon, finalement, on y est arrivé. C'est vrai aussi. Oui, mais enfin, l'autonomie, c'est très bien, effectivement. C'est un point essentiel pour ceux qui l'utilisent, l'iPhone. Mais de l'extérieur, ça se voit pas. Et s'ils améliorent juste l'autonomie sur l'iPhone 6, c'est pas ça qui va le faire vendre. Non, mais un écran plus grand avec l'autonomie qui va bien, c'est un argument de vente. Ouais. Alors l'écran, c'est l'un des gros points d'interrogation parce que alors on parle d'un écran qui serait bord à bord. C'est une des pistes. Et puis on parle aussi de ce fameux écran en saphir. On sait qu'Apple a investi énormément d'argent dans une usine de fabrication de saphir. Alors on rappelle que c'est un procédé très particulier qui permet d'obtenir en fait ça ressemble à du verre, mais c'est un verre très particulier qui est a priori incassable, hein, c'est ça l'idée. Oui, mais on a entendu 2 rumeurs, une là-dessus et une qui disait que finalement le saphir allait être utilisé plutôt pour l'iWatch, si jamais ce produit sort un jour, et que l'iPhone prochain utiliserait en fait du Gorilla Glass de génération 3. Voilà, comme la plupart des grands fabricants. Avec peut-être une possibilité qui soit un peu courbe, je ne sais pas si ça serait intéressant, mais on a aussi entendu parler de ça. Ouais. Qu'est-ce qui vous ferait rêver, Gilles et Guillaume, là, pour l'iPhone 6 ? Un écran un peu plus grand. Ouais. Apparemment, ça va être le cas. Plus fin. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau de la puissance? Est-ce qu'on va continuer à monter de façon exponentielle? On double à peu près la puissance d'un modèle à l'autre. Quels sont les usages en fait dont on va pouvoir qui vont servir comment dire de prétexte à ce changement d'année en année. Personnellement, moi je suis toujours avec un iPhone 4, mais il y a pas mal de gens qui changent tous les 2 ans ou tous les ans. Est-ce que il va falloir entretenir cette flamme? Oui, alors en termes de timing, tu sais, Guillaume, tu t'étonnais que c'est Guillaume ou c'est Elie, je ne sais plus qui s'étonnait que ces images arrivent maintenant, enfin que ça sorte maintenant. Il faut quand même préciser qu'on est à 10 jours du Mobile World Congress, qui est le grand salon de Barcelone, le grand salon mondial de Barcelone, auquel Apple ne participe jamais, et on a reperdu Guillaume, mais c'est pas grave. Mais on l'entend. Voilà, et donc ces images qui viennent d'un graphiste qui est connu pour ses rendus hyper réalistes, elles arrivent aussi dans un contexte où les autres fabricants sont en train de préparer leur pion pour dans 10 jours, et d'ailleurs ce sera à suivre sur Watch TV puisqu'on y sera avec notamment une quotidienne à partir du 24 février. Ces fabricants, il y a notamment HTC dont on annonce ce Desire 8 avec un écran de 5,5 pouces. Alors c'est pas un haut de gamme, on est plus sur du milieu de gamme. Voilà, l'iPhone 6, ça c'est les rendus dont on vient de parler. Il y a aussi évidemment le prochain smartphone haut de gamme de Samsung qui devrait être
le 5S qui devrait être dévoilé le 24 au soir, hein, le lundi dans 13 jours pour être précis. Et donc il y a quand même une forte pression des constructeurs. Alors je parle pas de Nokia, Sony Mobile et les autres, hein, ça c'est juste les infos du jour, mais il y a quand même une grosse pression des autres fabricants pour qu'Apple reste un petit peu quand même dans l'actu, même si la marque n'est pas à Barcelone. Oui, mais en fait, je pense que les constructeurs ont bien compris le cycle des produits Apple, et Apple est maintenant un peu prisonnier de ce cycle. Et évidemment, ils en profitent. Samsung va être le premier avec le Galaxy S5, pas 5S, hein, parce que là, sinon, on parlait de l'iPhone. Hein. C'est moi qui ai dit 5S. Et Apple, le problème, c'est que ils peuvent pas annoncer le produit avant d'avoir annoncé le prochain iOS. L'iOS, ça va être la conférence des développeurs, donc ça va être en juin. Donc le temps que les développeurs s'en emparent et puissent faire quelque chose, ça veut dire septembre. Les gens qui avaient annoncé un iPhone avant l'été, c'est pas possible. Ouais. Mais il faut se souvenir Alors, moi, je me souviens juste, pardon Gilles, que quand même le cycle de l'iPhone a changé, puisque le tout premier avait été annoncé au mois de janvier, il était sorti en juin. Maintenant, on a glissé sur le début de l'automne, en fait, sur la rentrée. Oui, pour des raisons de saison de Noël, hein, et pour éviter d'être copié trop vite. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Benjamin, les présentations du SDK, enfin de la nouvelle version de l'OS, étaient en mars jusqu'à récemment. C'est vrai. Donc on peut il peut changer, il peut y avoir une rupture de la scansion là, et pourquoi pas les prendre de vitesse. Mais il va être question Apple ne sera pas là à Barcelone, et pourtant il sera pas mal question d'eux en creux. C'est exactement ce qui se passait à Las Vegas pour le CES, ouais. Pour le CES, alors que Apple était d'abord à la Macworld à San Francisco quelques jours avant, et même quand Apple a laissé tomber la Macworld et qu'il n'y avait plus de manifestations officielles, il est quand même en creux question d'Apple, ne serait-ce que pour les équipementiers qui fournissent les gens de l'écosystème qui proposent des appareils qui se greffe sur iOS. Ouais, c'est très vrai. Bon, il y a quand même en ce moment aussi une partie de stratégie. Hein. Clairement, l'iPhone 6 n'est pas pour dans 10 jours, mais sans doute qu'Apple va chercher à occuper un peu le terrain pour venir chatouiller un peu les concurrents, quoi. Ça fait partie du jeu aussi. Hein. Et puis, ça va dépendre aussi du succès ou de ce que va présenter Samsung sur la nouvelle version de leur téléphone. Hein. Donc, s'ils annoncent un truc vraiment révolutionnaire et que ça commence à se vendre comme des petits pains, Apple sera obligé de réagir. Et qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent si l'iPhone 6 est prévu pour le mois de septembre? En février, ils pourront rien faire. Ah, en février, c'est sûr que non. En fait, essayer éventuellement de l'avancer sur juin, juillet, août, peut-être, mais c'est ça qu'ils vont pas non plus augmenter la cadence d'un seul coup. Et puis de toute façon, je pense pas qu'Apple soit une société qui soit... Faut bien penser à un truc. Apple n'est pas une société qui réagit par rapport à la concurrence. Ah oui. Elle se donne le temps de faire les choses. Je reprends l'exemple du netbook. Pendant des années, on a dit « Ah là là, Apple, ils vont pas faire de netbook, ils vont se faire bouffer la tête, etc. C'est une horreur. » Et puis, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Puis le netbook, quasiment plus personne n'en utilise parce qu'on est tous passés sur des tablettes. Apple n'est pas une société qui va réagir par rapport à la concurrence. Elle marche selon son rythme, selon ses idées. Elle pense qu'elle a des bonnes idées, elle les applique. Et puis voilà. Et après, ça marche ou ça marche pas. Après, ce que fait la concurrence, c'est important, bien sûr, mais c'est pas ce qui va les faire réagir de façon primordiale. Ouais. Je pense pas qu'Apple se dira demain, mon Dieu, il y a un nouveau Samsung qui sort. Et puis et puis ils ont envie que ce soit eux qui donnent le là et pas le contraire. Hein. Ils veulent pas être suiveurs, c'est évident. Ils vivent à leur rythme, qui est pas celui de. Alors, ça énerve tout le monde, bien sûr, ça énerve la concurrence parce que eux, ils pensent ils font mieux parce qu'ils ont des écrans plus grands, des technologies peut-être plus avancées sur certains points. Mais Apple, c'est pas que les caractéristiques techniques, c'est l'expérience. C'est ce qu'on vendait en formation, en fait, quand je faisais la formation chez Apple, on vendait l'expérience Apple, en fait. Et c'est vrai qu'Apple vend un écosystème, vend un ensemble de solutions. Quand on achète un iPhone, on n'achète pas juste un objet sans âme, on achète quelque chose qui a un tout. Et je pense que pour Apple, la question se pose pas. Ils se disent pas
tiens, il va y avoir un téléphone qui fait un pouce de plus d'écran, ça y est, on est mort. Non, ils vont avancer selon leurs idées, leurs rythmes. Ouais. Alors je pense pas tellement que ça va jouer sur la taille de l'écran, parce que la tendance est quand même globalement à des écrans de plus en plus grands chez tous les constructeurs, mais on voyait là sur cette image le Samsung incurvé qui s'appelle le Round, hein, si je ne me trompe pas, et puis un autre modèle qui doit être le S4 en dessous. Est-ce que par exemple ce type d'évolution, est-ce qu'on peut imaginer par exemple un Galaxy S5 avec un écran incurvé, donc une technologie qui serait démocratisée? Ça vous semble plausible ou vous pensez que c'est trop tôt? Moi, je veux juste qu'on m'explique à quoi ça sert d'avoir un écran incurvé. Ça sert d'abord à faire du marketing, je pense. Quel est l'intérêt? Ça sert d'abord à faire du marketing, je pense, non? Non, mais même en termes d'usage aujourd'hui, par rapport à l'utilisation qu'on a sur un iPhone, sur un téléphone, sur un smartphone par rapport à aujourd'hui, où tu as une utilisation justement qui est assez simple parce que aussi c'est droit. Enfin, que ta vidéo soit incurvée, par exemple, je vois pas l'intérêt spécialement. Samsung ou LG te diront que c'est très immersif, que ça change beaucoup de choses. Oui, sur un écran de 5 pouces, ça me change totalement. Je vois plus du tout l'environnement autour. Non, alors sur les téléphones, il y a d'autres arguments, comme par exemple le fait que ça rapproche le micro de la bouche et donc que le son est de meilleure qualité, tu vois. Ouais, pourquoi pas? Est-ce que ça va être vraiment un truc qui va faire que les gens... Moi, je suis pas convaincu par cet argument-là, mais... Voilà. Non, mais si tu veux, c'est pas des arguments qui sont des comment dire, des killers. Enfin, c'est pas des killer features. C'est pas ça qui va faire vendre l'appareil, quoi. J'en ai un autre. Ce sont les usages. Gilles l'a bien dit. Ce sont les usages en fait derrière qui vont déterminer. Et Apple, c'est une société qui est orientée vers les usages. Donc moi, je pense qu'il y a des choses plus intéressantes qui se sont dites sur la stratégie. On voit en ce moment, on va peut-être en parler, justement sur les rachats, sur les sur les différentes personnes qui intègrent Apple aujourd'hui, qui sont plus orientées sur le côté du monde de la santé, où là il y a clairement quelque chose qui se trame que sur un écran incurvé. Enfin, non, mais je suis d'accord avec vous, je voulais juste te titiller, c'était juste ça. D'autant que mais la balle est du côté clairement de Samsung, puisque c'est Apple qui ramasse, j'allais dire qui rafle l'essentiel des profits du secteur. Oui, on a vu le rapport ce matin. Ouais. Absolument. On va revenir d'ailleurs sur les parts de marché d'iOS, notamment aux États-Unis, tout à l'heure, parce que c'est l'un des sujets qu'on a retenu. On va rester dans les rumeurs autour d'Apple, avec les rumeurs qui concernent l'Apple TV. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est la rumeur dit qu'un nouvel Apple TV va sortir. Je ne vois pas où est l'info, parce que ça me semble évident. On en est à la Xème génération, donc bien sûr qu'il va y avoir un nouvel Apple TV. Ce qui m'a beaucoup plus étonné, moi, dans ce que j'ai lu, c'est que on parle d'une présentation en avril et d'une dispo seulement pour Noël. Alors, ça fait quand même 6 mois d'écart, si ça se confirme. Est-ce que ça veut dire qu'on aurait affaire à un appareil qui serait radicalement différent ? Si c'est le cas, oui. C'est ce qui s'était passé pour l'iPhone, dans une moindre mesure aussi pour l'iPad. Pour l'iPhone, on avait eu 6 mois de délai. Officiellement, pour que Apple soit maître du dévoilement du produit et de sa communication. Quand on a vu comment était le premier iPhone, que ça a été ouvert, en fait, c'était parce qu'il n'était pas du tout prêt, quoi. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a une rupture complète de ce qu'on connaît boîtier et le boîtier disparaît derrière l'écran, comme ça peut être le cas avec l'ordinateur, avec l'iMac G5. Je ne sais pas si vous vous souvenez le slogan « Où est passé l'ordinateur ?» Bien sûr. Mais un nouvel Apple TV, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de télé. Ça peut être le même nom. Télé. Oui. Élie, ça peut être le même nom. Toi qui fais partie des anciens ici. Moi, je me suis toujours dit, à force d'attendre cette télé qui ne finit pas d'arriver, je me suis demandé s'il était encore temps pour Apple de sortir une télé dans le sens un écran, ou si c'était pas plus intelligent de sortir une sorte d'Apple TV revampé
qui auraient l'avantage de pouvoir se connecter sur tous les téléviseurs HD existants. Donc le marché est beaucoup, beaucoup plus important. Parce que sinon, il faudrait que la télé Apple soit très différenciante au niveau technologique, mais en même temps pas chère du tout. Mais un boîtier aujourd'hui, des fabricants comme Samsung, mais il y en a d'autres, produisent des téléviseurs dans une telle quantité qu'ils arrivent à des prix publics qui sont hallucinants aujourd'hui. Je suis d'accord. Mais là, il y a une technologie qui comment dire, c'est comme du surf en fait. Il y a eu tout un tas de petites vaguelettes depuis 10 ans avec les écrans larges, les écrans plats, le LED, comment dire, la haute définition, la pseudo haute définition en 720, la vraie haute définition en 1080, la 3D, comment dire, les gens ne savaient pas trop comment, à quel sein se vouer. Là, il y a une nouvelle technologie qui arrive et qui est en rupture, à mon avis, par rapport à tout ce qui s'est fait. C'est la 4K, la Ultra HD. Ouais. Et là, c'est vraiment le moment où Apple peut prendre la vague, essayer de se différencier et d'apporter son savoir-faire. Ouais, enfin, la seule chose, c'est que la 4K, c'est très bien, sauf que les contenus n'existent pas. Enfin, ils n'existent quasiment pas. Il n'y en a pas. Non, les contenus existent, Guillaume, c'est la diffusion qui n'existe pas pour l'instant. Ouais, enfin, c'est le tuyau. Et limité, et aujourd'hui, même les technologies, alors sachant par exemple qu'Apple met en avant plutôt les contenus qui sont vendus sur l'iTunes Store, vous prenez un contenu haute définition, aujourd'hui en HD, sur l'iTunes Store, c'est quand même des fichiers de 3-4 gigas téléchargés. En 4K, j'ose même pas imaginer. Enfin, la plupart des réseaux sont pas du tout taillés pour ça aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose quelque part qui me chiffonne sur ce truc-là. Moi, pour revenir à la question originale de la nouvelle Apple TV, moi, ça fait partie des rumeurs balancées en l'air auxquelles je crois pas. Enfin, tout simplement. C'est pas qu'il y aura pas de nouvelle Apple TV, c'est pas le propos. Ouais. C'est juste que dire, bah tiens, dans 3 mois, vont présenter un nouvel Apple TV, puis dans 9 mois, qui sera en fait officiellement sorti dans 6 mois plus tard. Ouais, enfin, la rumeur comme ça, je peux aussi dire oui, ils vont parler effectivement d'un autre produit dans 5 mois, j'en sais rien, et puis l'annoncer dans 10 mois. Enfin, c'est du vent, il n'y a pas d'infos fiables réellement là-dessus. La seule question, moi, que je me pose sur l'Apple TV, c'est quand est-ce qu'un jour l'Apple TV deviendra autre chose qu'un hobby pour Apple. Ouais. On sent. Alors, il y a un point intéressant. Il y a quand même des petites pistes. D'abord, ils l'ont mis sur le site Apple maintenant comme un produit à part entière et non pas comme une sous-famille. Et deuxièmement, que pourrait être un nouvel Apple TV qui justifierait le fait d'attendre si longtemps? Il peut y avoir 2 choses. La première, c'est qu'il l'ouvre enfin aux apps. Et du coup, il faudra aux développeurs le temps d'adapter des apps pour fonctionner sur un téléviseur avec un autre système de contrôle, puisque typiquement, ça ne sera pas tactile comme un iPad ou un iPhone. Donc, s'il doit y avoir des apps, il faudra forcément qu'on puisse les piloter d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a beaucoup parlé récemment de télé, et en fait, l'Apple TV deviendrait finalement un appareil capable de diffuser des chaînes de télé, comme fait aujourd'hui la Xbox One en console de jeu ou une Freebox. Et là-dessus, il semblerait que Apple ait des problèmes en tout cas avec les grandes chaînes, et qu'ils essayent plutôt de s'adresser maintenant aux câblos opérateurs pour trouver des accords. Et évidemment, là, on ne parle que des États-Unis. Imaginez s'il fallait trouver des accords dans tous les pays du monde où ce produit doit être commercialisé. Donc ça peut expliquer un délai de plusieurs mois, le temps des négociations et le temps d'un lancement dans différentes géographies. Ouais, parce qu'on parle de... Ouais, je dirais un truc très simple. On a eu le cas avec à l'époque, avec le lancement d'iTunes, quand ils ont commencé à lancer les films sur iTunes, et au final, ils ont lancé les films sur iTunes, et il y avait les 12 grandes majors qui étaient là, et ça s'est fait du jour au lendemain, ils n'ont pas attendu 6 mois en disant, bah tiens, en fait, dans 6 mois, vous annoncez ça, mais il faut qu'on finisse les contrats. Ils finiront les contrats, ils annonceront le truc, et puis le jour J, ça sera annoncé, point. Même s'il y a des négociations qui doivent se faire, ça, à la limite, je vois pas en quoi c'est important pour le public de le savoir, quoi. Enfin, mais là, il y a, comment dire, Guillaume, pour rebondir, enfin, tu posais la question des tuyaux. Les tuyaux, là, ce sont les fournisseurs d'accès. Et la fibre commence à se développer de plus en plus. Et en plus, il y a, comment dire, de façon très, très rapide, arrivent maintenant les premiers appareils grand public, ou presque, qui sont capables de faire de la 4K. Les professionnels, c'est le cas depuis un petit moment, et ça va commencer à se développer. Et il y a en plus une possibilité, c'est
la subvention par les opérateurs pour ce type de nouveau de grand écran, qui serait une façon de le diffuser plus rapidement sur des écrans qui vont coûter pour l'instant la 4K, il y en a pour 3000 € sur les modèles d'entrée de gamme. Donc une possibilité pour Apple, ce serait de faire comme il fait avec le téléphone, faire subventionner une partie du prix de l'écran par nouer des partenariats avec les opérateurs les fournisseurs d'accès qui sont les mêmes que les fournisseurs d'accès au téléphonique. Pardon. Les amis, on va laisser l'Apple TV dans les labos d'Apple jusqu'à plus de nouvelles. Hein. On verra bien ce que ça donnera. A priori, donc le voile pourrait être levé au mois d'avril, donc on a encore 2 bons mois à attendre. Alors, on va passer à un autre sujet qui est très très présent, même si on n'en sait rien, on ne connaît pas de détails du côté de chez Apple. C'est évidemment toutes les rumeurs autour de cette fameuse montre connectée qui pourrait arriver, ou en tout cas de l'intérêt d'Apple pour le domaine de la santé et du fitness. Je ne sais pas si on peut aller jusqu'au fitness, mais en tout cas de la santé, avec une nouvelle embauche chez Apple qui date de quelques heures. Vous avez peut-être vu passer ce portrait, celui de Marcelo Lamego. Alors, il vient du Brésil et il a été repéré parce que Marcelo travaillait pendant 8 ans pour une boîte qui faisait des capteurs, vous voyez, on le voit là sur le bout d'un doigt, des capteurs autonomes, des petits appareils qui permettent notamment de mesurer sa tension artérielle, son rythme cardiaque, son taux d'hémoglobine. Et moi, je me demande ce qu'Apple vient faire sur ce marché, parce qu'apparemment, c'est pas la première embauche d'un consultant ou d'un spécialiste dans le domaine de la santé. Est-ce que après les recrues qui venaient du monde de la mode, est-ce que ces recrues qui viennent du monde de la santé, est-ce que ça a un sens pour vous, les amis ? Oui, clairement oui, parce que dès le départ des tablettes en tournant des années 2000 et de nouveau avec l'émergence d'une technologie beaucoup plus portable et beaucoup plus facile à utiliser au moment de l'iPad, Intel a misé énormément de choses. Il y a beaucoup des marchés, le marché médical, le secteur médical. Donc clairement, il y a, pour raisonner comme chez Microsoft et chez Intel, il y a des choses à faire de ce côté-là et il y a un marché à prendre. Je voulais vous montrer justement l'appareil sur lequel a travaillé donc cette nouvelle recrue de chez Apple. Vous le voyez, hein, on voyait l'extension branchée sur un doigt, mais vous voyez cet appareil portable avec une série de chiffres. Donc clairement, c'est une sorte de monitoring personnel de santé. On a une question via Twitter. C'est Yann Zitouni qu'on salue et qu'on remercie pour sa patience, qui nous demande ce que peut apporter l'iPhone 6, puisque l'iPhone 5, on le sait déjà. L'iPhone 6, si la stratégie santé d'Apple se confirme. En fait, ce qu'on sait pour l'instant, si cela a été vrai, c'est que l'iPhone 6, en fait, pourrait communiquer, mais un iPhone 5 pourrait le faire de la même façon avec l'iWatch, ou en tout cas un objet wearable, donc quelque chose qu'on porterait et qui serait un capteur pour tous ces dispositifs biomédicaux. Donc si ça communique en Bluetooth basse énergie, ça communiquerait avec un iPhone 6, certes, mais ça pourrait aussi communiquer avec un iPhone 5, voire avec un iPhone 4S. Hein. Ouais. Donc ça a un sens. Après, l'iPhone 6, ce qu'on attend d'un iPhone 6, nouveau design, un appareil de photo, on parle de 10 millions de pixels, meilleur appareil photo, plus rapide, plus léger, écran plus grand. Le reste, c'est de la communication avec un autre produit. Ouais, il ne peut pas y avoir dans l'iPhone 6 des composants spécifiques qui rendront aussi le passage à l'iPhone 6 presque indispensable, on va dire, pour ceux qui veulent profiter des nouveaux gadgets connectés d'Apple. Bon, ça sûrement. Moi, je n'y crois pas, parce qu'en fait, du coup, ça empêcherait la vente de l'autre appareil. D'abord, Ellie. Donc, ça empêcherait la vente ? D'un iWatch, par exemple. Si l'iPhone le faisait, on n'aurait pas besoin d'acheter un iWatch.
ou quel que soit le nom. Non, pas forcément. Tu peux très bien dire aussi que votre iWatch elle a des fonctions limitées avec un iPhone 5, et puis après, si tu as l'iPhone 6, elle fait la totale. Mais elle peut déjà très bien fonctionner avec un iPhone 5S. De toute façon, on sent quand même que oui, l'énergie pour Apple, elle est là. Enfin, on sait que Tim Cook est très fan de fitness, donc c'est quelqu'un qui aime bien être en bonne santé. Je crois qu'il fait du vélo, enfin beaucoup de choses comme ça. C'est très californien. C'est un domaine qui l'intéresse beaucoup. Et l'iPhone 5S, on sent que avec le processeur M7, enfin le coprocesseur M7, déjà il y a de l'ambition pour aller sur un domaine très réservé à tout ce qui est fitness. Et que là, les pistes, là, elles sont. Là, on n'est plus dans le domaine de la rumeur, hein, on est vraiment dans le domaine du très concret, puisque là, il y a des embauches de gens dont le domaine est très très spécialisé et n'est pas dans le cadre habituel des produits Apple. Clairement. Sachant qu'Apple se place comme étant une société à différents carrefours. Comme ils disent, c'est liberal hearts et la technologie. Et là, j'aime beaucoup ton accent, Guillaume. Pardon ? J'aime beaucoup ton accent. Ah oui, non, il était pourri, là, laisse tomber. Et liberal arts. Ouais, j'aime pas. Mon accent anglais n'est pas terrible, en fait. Non, mais je revois Steve Jobs sur une scène avec ce panneau Liberal Arts. Le fameux panneau, voilà, avec l'intersection, évidemment. Et les sciences humaines, en fait, en français, on dit ça. Voilà. Comme ça. Et le fait est qu'on sent que là, voilà, il y a quelque chose qui titille Apple, et ça rentre totalement dans leur cadre très concret de dire, essayer de rapprocher les personnes, d'améliorer la qualité de vie par nos produits technologiques. Et c'est totalement dans l'idée, par exemple, de ce qu'on voit aujourd'hui dans les pubs actuelles pour l'iPad Air, de faire des choses exceptionnelles ou de rendre des choses compliquées beaucoup plus simples. Et ça rentre aussi, si on regarde bien, dans tout ce qu'Apple a fait depuis des années pour la gestion de l'accessibilité, avec le VoiceOver, quand même, qui est un outil assez fantastique, qui permet de lire tout ce qu'il y a à l'écran, que ce soit sur un Mac d'ailleurs, ou sur un appareil iOS. iOS, il faut quand même savoir que c'est l'iPhone, c'est quand même l'appareil photo préféré des personnes aveugles. C'est quand même un truc assez rigolo à savoir. Et que j'ai entendu un jour un copain Genius qui m'expliquait, c'était Gilbert Montagnier qui lui avait expliqué que l'iPhone, c'était donc Gilbert Montagnier, hein, le chanteur, qui était au Genius Bar et qui lui a fait une démonstration en fait, de comment utiliser son iPhone, qui a un écran donc, non tactile, hein, n'est-ce pas, et qui lui a fait une démonstration époustouflante par les technologies d'accessibilité d'iOS. C'est quelque chose qui est très ancré dans les mœurs d'Apple. Ouais. Pour toute petite histoire en fait, à ce propos, il n'y a pas longtemps sur mon logiciel Dismaker X, dont on a déjà parlé, j'ai eu un petit souci qui était lié à Mavericks, qui fait que le logiciel ne fonctionne plus avec VoiceOver. Et il s'est passé un truc exceptionnel, c'est que je n'ai jamais vu de ma vie depuis 15 ans que je bosse avec Apple, c'est que j'ai un développeur qui m'a appelé personnellement pour me dire ça sera corrigé prochainement. Voilà. Alors, de chez Apple. De chez Apple. Et c'était l'équipe accessibilité. L'équipe accessibilité, ils sont extrêmement réactifs. C'est assez impressionnant. Et donc, du coup, j'ai envoyé un mail. Hein, c'est même pas l'équipe développeur. En fait, il y a une adresse mail, accessibility, je crois, @apple.com. Et j'ai une réponse, genre, dans les 48 heures. Et un Américain qui m'a appelé pour me dire oui, on a vu et ce sera corrigé. Donc, pas mal. Pas mal. Et donc, ça montre surtout l'attention qu'Apple porte à cette technologie. C'est pas quelque chose qui est une arrière-pensée, les fonctions d'accessibilité, c'est vraiment au cœur du système. Quand vous démarrez votre Mac, au bout de quelques secondes, il commence à vous parler, ça effraie un peu les gens des fois, pour vous dire, voilà, vous pouvez utiliser VoiceOver pour installer votre système, tout ça. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas très très couramment, très honnêtement. Absolument. Alors juste, Benjamin, oui. Si tu permets. On va pas avoir le temps de tout faire. Hein. C'est pas grave. D'une part, très tôt, ce genre de capteur, dès le début de l'iPhone et de iOS, il y a eu des périphériques pour le contrôle de la glycémie, je crois, bien me souvenir, qui ont été montrés dès la première version du SDK ou la deuxième, très très en amont. Et cette accessibilité, elle est prise très très au sérieux par Apple. Pourquoi ? Parce que c'est une des clés pour Apple pour être présent sur le marché de l'éducation, où aux États-Unis en particulier, mais aussi en France. Maintenant, tout le monde doit pouvoir aller dans une école normale avec des outils adaptés. Donc s'ils veulent avoir le label éducation, il faut qu'ils fassent des outils adaptés. Alors, il y a un point, on va passer au sujet suivant et on va rester en fait... Juste un petit mot pour conclure sur ce que tu disais au début, Benjamin. Vas-y. C'est que, pourquoi cette logique ? D'abord, ils ont débauché des gens dans le luxe, je pense, parce qu'en partant d'un concept, ils se sont dit, bon,
est-ce qu'on peut fabriquer un produit que les gens auraient envie de porter? Donc, luxe, très bien. Et puis après, une fois qu'on a un concept, que va faire le produit? Et donc là, on commence à embaucher des spécialistes et on commence à lui rajouter des fonctions. Mais si les rumeurs qu'on entend sont vraies, et s'il y a maintenant une équipe d'à peu près 200 personnes, c'est que ça va devenir quand même un gros produit. Un beau bébé. Ok, eh ben on va suivre ça évidemment dans iWeek avec vous les amis. On parle de l'éducation, il y a un sujet qui est très, très proche, on reste un peu dans le monde de l'éducation, puisque il y a un modèle d'iPad qui avait un attrait pour le monde de l'éducation, puisqu'il coûtait un peu moins cher que l'iPad Air, alors pas beaucoup moins cher. Hein, Guillaume, je sais que tu es de mon avis. L'iPad 2, a priori, va sortir du catalogue d'Apple. L'iPad 2, il faut savoir que c'est ce modèle-là. Il a quand même 3 ans d'existence maintenant. Il était toujours vendu. Il est d'ailleurs toujours vendu. Je sais pas qui ça fait rire, mais c'est Guillaume. Ah, moi, ça me fait rire. Moi, c'est Apple, la seule boîte capable de vendre des produits qui ont 3 ans d'existence. Exactement. Alors, tu vois, on est sur... Mais attention, en même temps, ce sont des produits qui restent d'excellente qualité. Absolument, mais là, regarde je veux juste rappeler un truc par rapport à... Guillaume, je repasse la main, juste, c'est pour vous montrer qu'il est toujours au catalogue. On est sur l'Apple Store français, donc l'iPad Air à partir de 489 €, et l'iPad 2, il est là, et si on clique, eh ben, on y a accès, sauf que l'iPad 2, il ne vaut que 100 € de moins. Oui. Alors qu'on a un iPad il y a 3 ans quand même. On n'est pas en Retina, on n'est plus sur le même processeur du tout. Il aurait pu être vendu encore beaucoup moins cher, non? Non, il y a un mais en même temps, ils vendent très bien. Eh oui. Ils vendent très bien à ce prix-là, donc pourquoi le vendre moins cher? Alors, donc il y aura plus c'est du verre, c'est de l'alu, c'est pas du plastique comme chez les concurrents. Ça veut dire qu'il y aura plus de modèles pour attaquer le marché. Il y aura plus de modèles en dessous de 400 € d'iPad, selon vous? Si, mais il y aura le 3, enfin l'équivalent du 3 ou du 4 maintenant. Il y a comment dire, il a fait son temps, il faut qu'il se différencie. Et comment dire, les autres maintenant ont des modèles bien moins chers, peut-être pas aussi bons, parfois meilleurs, et il faut qu'ils continuent à se différencier. Il faut un modèle d'entrée de gamme qui fasse rêver, quoi. Donc ils vont monter en gamme l'entrée de gamme, c'est ça que tu veux dire? Comme ils ont fait sur l'iPhone ou comme ils font régulièrement avec les Mac. Voilà. En tout cas, ce qui est marrant, c'est qu'ils ne nous disent absolument pas ça. Hein. On a fait cet après-midi une conférence avec Apple sur l'iPad 2 et ils ne nous disent pas du tout qu'il va s'arrêter, parce qu'on leur a posé la question. Parce que vous aviez déjà lu les infos. Oui. Ils ont répondu ou ils ont refusé de répondre? Et en fait, ils nous ont dit que pas du tout, que s'il y a une opération, c'est une promotion, mais que c'est pas du tout parce qu'il va s'arrêter ou qu'ils veulent vider les stocks. Mais D'accord. Alors, il nous reste... Oui, allez, Guillaume. Juste un truc en fait, par rapport à l'iPad 2. Pourquoi Apple continue de le vendre? Parce qu'il se vend bien. Je lisais un peu les stats là-dessus. J'ai retrouvé 2-3 articles qui en parlaient. Et grosso modo, que lors du lancement de l'iPad Air et de l'iPad mini, sur je ne sais plus quel trimestre, en fait, le trimestre qui finissait en septembre, le 30 septembre 2013, l'iPad 2 constituait quand même toujours 22% des ventes d'iPad. Et là-dessus, un point très important, ça reste un iPad de très bonne qualité. Alors, l'iPad 3, le premier Retina, c'était un peu un problème. On en a déjà parlé sur un autre podcast que j'anime avec 2 copains. Moi, faisant un peu de pub. Lequel 3 hommes et un podcast, l'excellent podcast que vous pouvez écouter dans les internets. Et l'iPad 3, c'était la première version Retina était un peu lente. C'est-à-dire qu'en fait, l'écran était superbe, mais le processeur graphique derrière, il y avait un peu de mal à tout gérer, très honnêtement. Alors que l'iPad 2 reste tout le temps très réactif, même s'il n'était pas Retina, ça reste quand même un très bon appareil. Et il supporte toutes les versions d'iOS qui sont sorties depuis, y compris iOS 7, et il continue à très bien fonctionner. Et là-dessus, je trouve que ça met une bonne claque en même temps, sur tout le temps, sur le côté Apple qui fait des produits dont l'obsolescence est programmée. Moi, j'ai des iPads même de première génération qui fonctionnent toujours très bien. Mon gamin, je lui ai mis un Minecraft sur son iPad, il est heureux comme tout, et ça tourne super bien sur un iPad de première génération. Et voilà, et c'est pas parce qu'un produit a 3 ans d'existence qu'il est forcément mauvais.
Par contre, pour apporter une petite correction, Guillaume, c'est que je ne doute pas qu'ils se vendent, mais pas chez nous. Peut-être que les gens qui viennent dans nos magasins veulent les derniers produits et les dernières technologies. Donc on l'a au catalogue, bien sûr. Oui, mais ça c'est le sud, ça. C'est normal, c'est normal. Mais les gens ne nous demandent quasiment pas d'iPad. C'est normal. Attends, tu sais dans quel coin tu vis. Non, dans le sud, on veut que de l'iPad Air et des Tesla, donc voilà. Voilà, c'est ça. Ah, tu sais pas le dire. Voilà. Donc, non, attends, c'est normal. C'est normal. Il a un petit peu un défaut au niveau de la vidéo quand même. C'est le seul point faible. Bon, le 2 par rapport au reste. Les amis, on va pas refaire la fiche de l'iPad 2 parce que là, on va prendre un coup de vieux, mais on va avancer. Eh bien, si, faisons-la. Faisons-la, t'as raison. Allons au bout des choses, Benjamin. Osons dire les choses. Prenons le contrôle du direct. Il nous reste, ne restons pas superficiels, allons au fond des choses. Il y a encore 10 infos que je voulais passer en revue avec vous, donc on n'aura évidemment pas le temps de toutes les faire. Vas-y, et balance. On répond par oui ou par non. Allez, vas-y, tac. Alors, ce brevet, cette demande de brevet déposée par Apple sur une technologie d'adresse mail jetable, si j'ai bien compris, qui permettrait de remonter jusqu'à la source des spams. Est-ce que vous avez pigé de quoi il s'agit ? J'en ai même pas entendu parler, je t'avouerai. Gilles, est-ce que tu as vu cette histoire ? Oui, j'ai pas trop compris comment ça marche, mais comment dire ? Ce sont des adresses jetables, c'est-à-dire au fur et à mesure où elles sont poissées par vos connaissances et vos amis, votre famille, qui restent sur PC. Poissé. Tu as dit poissé. C'est quoi poissé ? Quand tu as une adresse qui est un peu trop longtemps en circulation, on le voit vous avez sans doute commencé comme moi avec une adresse en mac.com en 2002 et ensuite c'est devenu mi.com et actuellement c'est devenu iCloud.com avec toujours le même identifiant. Selon que vous utilisez l'une ou l'autre, elles sont plus ou moins attaquées par des spammers qui vous envoient des cochonneries en fonction de l'ancienneté. Ça, on a remarqué. Et donc, le truc, c'est de pouvoir identifier en fonction de l'adresse qui est spammée, pouvoir identifier quel est le site, enfin l'origine, celui qui a vendu votre adresse, quoi, c'est ça. C'est ça. Et pouvoir éventuellement la mettre dans une quarantaine ou s'en débarrasser. D'accord, la dénoncer. Moi, personnellement, ce sera toujours en mac.com mon adresse. Rien à faire. Voilà. Jamais je changerai. Tu ne la lâcheras jamais. Je peux changer le système de cloud, je m'en fous, je reste en mac.com toute ma vie. Tiens, Guillaume, tant qu'on est avec toi, il y a une app que tu as retweetée aujourd'hui. J'ai du mal à croire que son nom soit vraiment aussi long. Ah, et elle est fantastique. Attends, dans le genre, l'App Store fait des bêtises. Alors, je suis dessus. Fasse gaffe un petit peu. Je suis dessus, regarde, elle est là. Celle-ci est fantastique. Alors attends, faut que je la retrouve parce qu'elle était très très belle. Tu la vois ? Tu me donnes 2 secondes, je la retrouve. Elle y est là. Alors, c'est Hill Climb Racing HD, A Real Asphalt, Ninja, Dumb Candy, Escape, Subway, Ninjum, Bike Rescue, Despicable Pet, Run to Crush, Rooftops, Midir, Airborne, Splash, 8 millions, Jelly, Hunter, Rush Race, Cannes 2014, Waste to Fruit Temple. Et c'est pas fini. Voilà, et c'est pas fini. Ça montre quand même qu'il y a des fois encore, il y a des problèmes de validation des applications chez Apple, quoi. Parce que un nom comme ça qui est vraiment un appât pour récupérer les hits, récupérer en fait les téléchargements d'autres applications en piratant entre guillemets leur nom. Bon, faut pas que ça passe, quoi. C'est pas normal que ce soit passé à la validation. Je suis d'accord avec toi. Pour des trucs ridicules, quoi. On dirait un listing de tags pour un site. C'est ça. C'est ça. Bien sûr. Attends, pourquoi tu crois qu'ils mettent Fruit Temple Je sais. Mignon Asphalt, comme dans. C'est le nom de toutes les applications qui cartonnent sur l'App Store, qui sont dans le top 10 des applications, quoi. Voilà. Tu sais quoi ? Moi, je l'ai cherché sur l'App Store, je l'ai pas trouvé. Ça t'est retiré depuis alors, peut-être. Peut-être. Et bon, l'auteur s'appelle Zikong Ruan, donc je pense que c'est un développeur chinois, voilà, donc qui a dû essayer de faire un coup. Il est passé entre les mailles du filet, donc bien joué. C'est amusant. Il fallait le tenter, il l'a tenté. Petite news, je sais pas si ça vous inspire ou pas, BlackBerry Messenger qui arrive sur iPhone.
Ouais, j'ai vu. Wow, c'est une grosse ça déception, fait plaisir, je BlackBerry crois. Messenger, parce Tous que les pendant gens très qui longtemps, n'ont pas de BlackBerry, l'argument des possesseurs de BlackBerry vis-à-vis des utilisateurs d'iPhone était de dire vous n'avez pas BlackBerry Messenger, vous ne savez pas ce que vous ratez. Et donc, pendant des mois, voire des années, j'étais curieux de voir ce qu'était BlackBerry Messenger. Donc, le jour où je l'ai enfin pu télécharger, je me suis précipité, j'ai passé leur validation, etc. Et en fait, je me rends compte que je communique avec une personne et que ça ne m'apporte rien de plus que iMessage ou avant iChat. Ouais. Donc pour moi, jusqu'à maintenant, c'est une énorme déception parce que c'était quand même la feature numéro 1 des terminaux BlackBerry. Ouais. Et en tout cas, moi, elle me sert à strictement rien. Donc je suis curieux de voir ce que ça peut devenir. Ouais, j'ai dit que ça arrivait, mais en fait, c'est la version 2 qui arrive, qui ajoute des fonctions assez importantes, notamment la voix sur IP. On peut aussi partager sa localisation. Puis je crois qu'on peut participer à des groupes de discussion publique qui s'appellent les channels dans BlackBerry Messenger. Voilà, bon, c'est assez étonnant de voir BlackBerry Messenger arriver avec cette nouvelle version maintenant. Mais ça fait peut-être partie aussi de leur stratégie de sauvetage. Hein. Oui. C'est quoi BlackBerry? Merci Guillaume. Deux dernières infos. Alors on n'a pas le temps de tout donner. Non, parce que tu sais, il va falloir qu'on rende l'antenne, comme on dit, même si on a démarré un peu en retard, on va quand même devoir faire notre heure et pas plus. Un premier Apple Store qui ouvre au Brésil dans quelques heures, hein, c'est pour samedi. Bon bah Apple est pas fou, hein. Le Brésil c'est la Coupe du Monde au mois de juin et donc le premier magasin de Rio ouvre ce samedi. Voilà à quoi il ressemble. Voilà, bon timing. Bon timing, du assez classique pour les Apple Store, un petit magasin dans un centre commercial comme on les aime. Et puis vous vous souvenez peut-être que l'Apple Store de Dijon avait eu des petits soucis l'été dernier. Cambriolé. Alors, c'était pas seulement cambriolé, c'était cambriolé 2 fois, puisque si je me souviens bien, à l'époque, il y avait eu un premier cambriolage pendant une nuit avec 80 000 euros de butin, et pensant sans doute qu'ils n'avaient pas pris assez, ils étaient revenus le lendemain. Sauf que le lendemain, Apple avait embauché un vigile supplémentaire qui a réussi à choper l'un des cambrioleurs. Et au bout de 6 mois d'enquête, eh bien, les deux complices ont apparemment été arrêtés. Voilà. Les deux complices apparemment s'appelaient Balmer et Gates, je crois. Steve, pour avoir un papa assureur, je te dirais que c'est classique parce que les gens... Quand c'est des particuliers, les gens touchent l'assurance et renouvellent le matériel qui a été volé, et donc on peut revenir et repiquer du matériel neuf. Ah, voilà. Et donc ils attendaient les réassorts sûrement. Voilà. Bon, il nous reste pas de temps du tout, donc on va s'arrêter là. Il y avait juste une dernière info que je voulais vous montrer et discuter avec vous. Voilà, c'est les barrettes de 16 Go qui apparemment arrivent. C'est sur Mac Bidouille et voilà, ça fait partie c'est sexy. Ouais, c'est sexy. Du rêve. Hein. Ça te fait rêver. Et quand voilà, $320 minimum la barrette. Ça fait moins rêver. C'est donné. Hein, c'est donné, voilà, c'est donné. Merci beaucoup les amis, salut à tous les trois, salut Gilles. Ciao Benjamin. Salut, à bientôt. Salut Guillaume. Salut. Merci d'avoir été là, et puis Ellie, toujours un plaisir. On te retrouve. Écoute, à la prochaine. Voilà. Bonne soirée à tous. Tes fans peuvent te retrouver à Nice, près de la promenade des Anglais. Merci beaucoup de votre fidélité à iWeek. Je vous rappelle les moyens pour nous retrouver. Il y a le Twitter, évidemment, qui est inscrit en bas de l'écran. Vous pouvez aussi retrouver l'émission en podcast sur iTunes. C'est aussi gratuit. Et puis je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Il y aura pas d'émission la semaine prochaine et la semaine d'après. Oui, en fait, 3 semaines sans nouvelles émissions parce que Mobile World Congress, une partie de l'équipe de Watch va se délocaliser à Barcelone. En revanche, on vous parlera beaucoup des concurrents d'Apple et d'Apple qui sera forcément là en filigrane. Voilà. Salut à tous, passez une très bonne soirée sur Watch TV et à très vite. Ciao. Ciao.